Bonjour, c'est Kedja avec le podcast Reveal Yourself. Ma devise aujourd'hui est « Je suis ce que je fais et je fais ce que je suis », signifiant que mon corps, ma tête et mon cœur sont alignés. Je suis connectée à mes propres valeurs et je sais pourquoi tous les matins je me lève. En est-il de même pour vous ? Et pour y arriver, je me suis posé une multitude de questions qui sont peut-être aussi aujourd'hui les vôtres. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Qu'est-ce que je veux ? Et qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui ? Comment se connecter à soi ? Comment être acteur de sa vie et actionner déjà le petit changement ? Quelles sont mes prises de conscience ? Et qu'est-ce que je décide d'en faire ? C'est le type de sujet que j'aborde dans Reveal Yourself, le podcast qui s'adresse à tous ceux qui sont en quête de développement personnel. Je partagerai des sujets qui m'ont permis de grandir et me permettent encore de prendre le sempiternel chemin de l'apprenant. Basé sur mes propres expériences personnelles, j'aborderai des thématiques diverses qui apporteront des éclairages sur des zones de brouillard. L'intention positive de Reveal Yourself est de partager en toute bienveillance et en toute humilité des éclairages qui m'ont conduit à ce que je suis aujourd'hui. Je vous partagerai ces podcasts avec toute l'authenticité qui me caractérise et dans toute son imperfection. Ces podcasts ne seront pas parfaits, car empruntant moi-même le chemin de l'apprenant, je travaille aussi sur mes propres croyances, et le soi parfait en fait partie. À travers eux, j'espère que vous vous questionnerez et prendrez le temps d'être dans l'instant présent pour vous connecter à votre être. Je vous démontrerai que vous avez les ressources en vous-même pour arriver à une meilleure version de vous-même. Je vous souhaite une très belle écoute avec ce podcast. Bonjour, le sujet de mon podcast aujourd'hui sera « S'autoriser à être authentique pour enfin oser être vulnérable ». J'aborderai cette thématique vraiment d'un point de vue général, mais aussi avec les lunettes de manager. Alors, qu'en est-il de vous ? Vous autorisez-vous à être authentique en toutes circonstances ? Que ce soit dans votre vie perso ou pro ? Ou l'êtes-vous peut-être que dans votre vie perso, mais pas dans votre vie professionnelle ? Croyez-vous peut-être que dans votre vie professionnelle, il ne fait pas bon d'être authentique ? Par peur du regard et ou des dires des autres ? Peut-être que cela peut même compromettre votre ascension professionnelle dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ce sont des exemples que je vous donne, car ce sont des exemples entendus autour de moi. Alors, ce sujet, il est complètement nouveau pour moi. Et je n'y aurais jamais pensé avant de découvrir une formation que j'ai faite, que j'ai eu la chance de faire sur l'agilité émotionnelle. Alors, à l'origine, cette formation, elle était étroitement liée avec le leadership positif. Alors, je ne m'étais pas vraiment inscrite à cette formation pour devenir un leader positif, mais pour moi, j'étais juste convaincue que lorsque l'on occupe le rôle de manager et qu'on accompagne l'humain, qu'on fait du management d'équipe, eh bien, c'est super important, surtout de nos jours et au vu du contexte actuel, d'être à l'écoute des émotions de nos équipes, d'être à l'écoute des différentes personnes qui composent cette équipe. Et en fait, cette formation, je l'ai faite dans ce but-là initialement. Et tout au cours de ce processus, tout au cours de cette formation, je me suis rendu compte que inconsciemment, cette formation, je l'ai faite pour moi. Cette formation traitait également des émotions. D'ailleurs, je vous ai déjà fait un podcast sur ce sujet. Et cette formation a vraiment opéré une réelle transformation chez moi. Alors, à cette époque, à cette période, j'avais la chance d'avoir une équipe qui était très ouverte, avec qui je communiquais beaucoup. On avait vraiment beaucoup d'échanges. On avait vraiment des rapports de travail qui étaient tournés vers la confiance. Et avec leur accord, j'ai aussi partagé cette formation avec elles. Alors, j'avais une équipe qui était super intéressante. J'avais 3 filles. Alors, il y a une qui arrivait complètement à exprimer ses émotions. Elle était complètement OK avec ça. Elle savait les identifier et utiliser le bon wording pour partager ses ressentis. J'avais une autre collègue qui, elle, était, si je puis dire, in between, d'un tempérament toujours plutôt positif. Je dirais elle exprimait un peu moins ses émotions désagréables. Et la dernière, pour moi, qui est le pampan, elle était complètement dans l'illettrisme émotionnel, donc c'est-à-dire ne pas savoir mettre des mots sur ses émotions. Donc on va dire que pour cette pratique des émotions, j'avais une belle équipe autour de moi. Et donc, comme j'adore partager, j'ai donc beaucoup partagé avec elle et j'ai eu la chance infinie qu'elle soit ouverte à ce partage et à l'exploration en terre inconnue que sont les émotions. Et donc ensemble, nous avons mis en place des ateliers sur les émotions. Donc, soit des workshops, soit de rites d'accueil des émotions, d'écoute de la météo intérieure lors de séances, etc., etc. Et je reste convaincue qu'en fait, tout ce travail qui a été fait autour de ces émotions a eu un impact positif et incroyable sur ma propre personne, mais aussi sur elle-même, si je puis dire. Alors, quand je parle de ma propre personne,
Alors déjà, j'ai découvert ce qu'étaient les émotions. J'ai découvert ce que c'était. J'ai découvert le rôle fonctionnel des émotions. J'ai appris à les accueillir. J'ai appris à décoder les messages. J'ai appris à être dans l'instant présent. J'ai appris sur moi-même. J'ai appris à être à l'écoute de mon corps et ça m'a beaucoup aidé. Mais je pense que le plus important, ou un des plus importants en tant que manager, c'est que ça m'a permis de me révéler auprès de mon équipe, si je puis dire. Alors, comment dire ? Moi, j'ai grandi avec des croyances. Alors, je ne sais pas si ce sont des croyances portantes ou des croyances limitantes, où il faut faire des études. L'aboutissement des études, c'est arriver un jour à avoir un poste de manager avec une équipe. Être manager avec une équipe, c'était un signe de réussite professionnelle. Plus elle est grande, plus c'est un signe de prestige. C'est comme si c'était l'aboutissement d'une vie professionnelle. Alors que pour moi, en fait, au plus profond de moi-même, ce n'était pas une fin en soi. J'ai jamais été à la recherche de ces besoins lors de mes recherches professionnelles. Alors, quelles étaient mes croyances autour du management ? Alors, j'ai toujours pensé qu'un manager était un sauveur, un peu façon Wonder Woman. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut tout simplement dire qu'un manager, il met les mains dans le cambouis. Tout simplement. Quand ton équipe n'arrive pas à s'en sortir, t'y vas aussi. Je ne fais pas de distinction entre mon équipe et moi, je les considère vraiment à part entière, sans distinction de rapport hiérarchique. Voire même, je les aide, quitte à me mettre moi-même en danger. Un manager travaille avec les membres de son équipe pour que chacun puisse découvrir son plein potentiel et l'accompagne dans cette évolution. Et je n'ai jamais craint de dire que je ne sais pas. Je ne suis pas le style de manager qui ne montre que les émotions qui sont désagréables comme de la fierté ou de la colère. Et je n'ai aucun problème pour dire « je ne suis pas expert là-dedans ». Je le dis, donc du coup, je demande du support et de l'aide à mon équipe. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. En gros, ce sont quelques-unes des croyances que je porte autour du management d'équipe. Alors, je pense sincèrement qu'elles sont honorables, sauf celle de la Wonder Woman. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, lors de cette formation, il a été évoqué le pouvoir de la vulnérabilité. Comment découvrir son plein potentiel de leader positif grâce au pouvoir de la vulnérabilité ? Alors c'est vrai que dit comme ça fait quand même un peu bizarre. Alors il y a un magnifique livre que j'ai découvert pendant cette période, et je l'ai lu d'ailleurs à de multiples reprises. C'est Le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown. C'est un des best-sellers du développement personnel et ce livre est juste incroyable. Moi aussi, j'ai très longtemps associé la vulnérabilité à de la faiblesse, jusqu'à peu. Grâce à ce livre, il en dit que la vulnérabilité est au cœur des émotions et des sentiments. Ressentir, c'est être vulnérable. Croire que la vulnérabilité équivaut à de la faiblesse, c'est croire que le sentiment est une faiblesse. Le rejet de la vulnérabilité découle le plus souvent de son association avec les émotions négatives comme la peur, la honte, le chagrin, la tristesse et la déception. Alors que la vulnérabilité est le terreau de l'amour, de l'intimité, de la joie, du courage, de l'empathie et de la créativité. Elle est la source de l'espoir, de la responsabilité et de l'authenticité. Aujourd'hui, pour moi, être vulnérable, c'est être courageux, surtout dans un rôle de leader en fait. Non seulement j'ai appris à écouter mes émotions, mais le fait de m'autoriser à être vulnérable pour moi, cela a été vraiment une très grande transformation personnelle et professionnelle. Cela m'a donné une réelle force. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Quand vous vous autorisez à être vulnérable face à des personnes, c'est-à-dire que vous décidez, en pleine conscience, de laisser tomber les armures. Vous décidez de laisser tomber le masque. Vraiment, c'est ça. Vous décidez de laisser tomber le masque. C'est comme si vous mettiez un peu à nu. Bon, c'est une image, hein. C'est-à-dire que vous exemptez de quelques-unes ou toutes les croyances qu'on peut avoir sur les rôles de manager et de leader, où le manager ne peut pas montrer qu'il est faible. Le manager se doit d'être fort et courageux. Le manager ne peut pas montrer des émotions agréables, berques, telles que la joie ou l'enthousiasme. Et j'en passe. Moi, j'ai grandi avec ces croyances autour du rôle du management. Soit à l'école, soit par les modèles que j'ai eus tout simplement autour de moi. Et ce, d'autant plus lorsque c'est une femme. Ça s'est avéré encore plus véridique. Brené Brown, d'ailleurs, dans son ouvrage, elle dit « Si l'on veut une culture de créativité et d'innovation, il faut commencer par développer la capacité des dirigeants à cultiver l'ouverture de leurs équipes et à la vulnérabilité. Cela requiert peut-être de manière paradoxale que ces dirigeants soient eux-mêmes vulnérables. L'idée qu'ils doivent être responsables et tout savoir est à la fois dépassée et destructrice. Elle véhicule l'idée que les autres en savent moins et qu'ils ont moins de valeur. Et ça, je trouve que c'est tellement fort et je suis complètement en phase avec ça. Par exemple, vous qui m'écoutez,
Vous qui travaillez en entreprise, pensez-vous que les directeurs que vous côtoyez et avec lesquels vous travaillez seraient en mesure d'adhérer à cette perception? Beaucoup oublient aujourd'hui que lorsqu'on gère une équipe, celle-ci se compose de personnes. Et oui, une équipe est composée d'êtres humains faits de chair et d'os. Ces personnes, chacun représente une identité à part entière. Chacune représente une unicité. Chacune vient avec son histoire. Chacune vient avec ses croyances. Chacune vient avec ses bagages. Et on travaille avec ces personnes. Et la personne, quand elle arrive le matin, moi, manager que je suis, je l'accepte avec ce qu'elle est. Je l'accepte avec ses émotions. Je l'accepte avec son histoire personnelle. Je l'accepte avec la nuit qu'elle a passée peut-être. Elle a peut-être passé une mauvaise nuit parce que son gamin n'a pas dormi de la nuit, par exemple. Et je l'accepte. Et encore aujourd'hui, beaucoup de managers n'ont pas encore compris ça. S'autoriser à être un manager vulnérable, en fait, c'est un super cadeau qu'on se fait à soi-même et c'est aussi un super cadeau qu'on fait à son équipe. Moi, ce que j'ai découvert au travers de cette expérience, de cette belle expérience, c'est que je me suis vue transformer, mais j'ai vu aussi des transformations autour de moi. Mais pas qu'autour de mon équipe, aussi autour de moi dans ma vie perso. Vous ne pouvez même pas vous imaginer le magnifique cadeau lorsque votre équipe s'autorise à montrer leurs émotions. Elle s'autorise à dire « je ne sais pas ». Elle s'autorise à montrer toute leur vulnérabilité. Il y a une belle énergie qui dégage de ça. Il y a un pouvoir, une force qui se crée autour de cette équipe. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et ça renforce la relation de confiance, la confiance en soi et l'estime de soi. Ça renforce également ce sentiment d'appartenance. C'est juste magique et incroyable. Et moi, j'ai eu la chance de vivre ça pendant quelques mois avec mon équipe et je suis vraiment pleine de reconnaissance et de gratitude. Et pour que ça fonctionne, bien évidemment, il est préférable d'être entouré de personnes avec une certaine ouverture d'esprit. Parce que, est-ce que le collaborateur, in fine, est prêt à accepter que son manager se montre vulnérable, montre de la tristesse, montre parfois des pleurs, des larmes? Si ce n'est le cas, charge au manager d'accompagner son collaborateur dans ce sens. Donc c'est une réelle transformation personnelle et collective. C'est un cadeau que je me suis fait à moi-même, que je pensais faire aux autres initialement, mais je pense qu'inconsciemment, je le faisais aussi pour moi. Et c'est un cadeau aussi qu'on se fait les unes et les autres, en fait. Alors, quid de la vulnérabilité quand on est petit? Alors bien évidemment, au début, nous le sommes. Mais par la suite, nous le devenons moins, car on nous dit de nous comporter de telle ou telle façon en fonction de la situation. Alors ensuite, durant l'enfance, on trouve des moyens de se protéger de la vulnérabilité pour ne pas être blessé. On met une armure, les pensées, les émotions et les comportements deviennent des armes. Et moi, je sais que j'ai grandi avec ça. Alors, pour ne pas rentrer dans les détails, j'ai été un peu malmenée, comme tous les enfants, j'imagine. Et en tant qu'enfant et en tant qu'ado, on se blinde. Et on s'arme surtout. Moi, je n'ai pas appris à être à l'écoute de mes émotions. Je n'ai pas appris à accueillir mes émotions. C'est-à-dire que concrètement, lorsque j'étais blessée, lorsque j'étais heurtée au plus profond de moi-même, je ne montrais pas la tristesse. Les larmes ne se versaient pas. Et parce qu'on m'a appris à être forte, j'ai grandi avec pas mal d'injonctions, en fait, comme beaucoup d'entre nous. Il faut être forte, il ne faut pas montrer que tu es faible. Mais le problème, c'est qu'en étant comme ça, ce n'est pas comme ça, en fait, qu'on entre en contact avec l'autre, en fait. On se blinde, on se met une armure, et donc du coup, on est difficile d'accès. Et après, plus tard, en tant qu'adulte, la personne qui est en face de toi, elle ne te comprend pas, en fait, tout simplement parce que tu t'es armé à bloc. J'avais aussi cette injonction qui est « sois parfait ». Alors, j'ai grandi aussi avec l'idée de « faut pas faire les choses à 100%, mais à 200 voire 300%. J'ai grandi avec cette image, cette idée, cette croyance que si je veux réussir, si je veux avoir ma place, alors bien sûr professionnellement parlant, en France par exemple, il va falloir que j'en fasse plus que les autres. Et je pense que cette croyance, bien que dure et qui demande beaucoup d'énergie, m'a grandement portée. En effet, j'ai dû bosser plus que les autres pour pouvoir me démarquer. Et j'ai grandi avec cette croyance que si les choses n'étaient pas faites à 150, 200 voire 200%, elles ne méritaient pas d'être faites. Du coup, j'ai grandi avec ce sentiment que tout devait être parfait. Et lorsqu'on se laisse envahir par ce besoin de perfection, on se met tout simplement dans un positionnement de protection pour éviter de souffrir. C'est pour éviter la souffrance, c'est pour éviter le reproche, c'est pour éviter aussi le jugement. Et c'est aussi, je pense, pour obtenir l'approbation d'autrui. Et avec du recul, je pense aussi, c'est ce que je recherchais aussi moi. Quand je faisais les choses à 250 ou à 300%, c'est certainement aussi pour obtenir l'approbation de mon manager. Et franchement, qu'est-ce que ça apporte honnêtement? Est-ce que ça en vaut le coup en fait? Toute cette souffrance pour avoir la reconnaissance d'autrui? Pour ne pas être blessé? Pour ne pas être dans le jugement? Pour ne pas être dans la critique? Pour ne pas être dans la souffrance? Est-ce que ça vaut le coup parfois de se rendre malade? D'être parfait? Moi, j'ai des souvenirs où
Mais c'est horrible où j'ai bossé comme une malade. Il fallait que ça soit parfait, sinon c'était pas OK. Alors bien évidemment, je me faisais des films. Pour obtenir de l'approbation de mon manager, il fallait que je bosse comme une malade. Et je me mettais dans des situations inimaginables. Je repense à des crises d'angoisse, des crises d'ulcères et j'en passe. Maintenant, avec le recul, je ne vais pas dire que je regrette de m'être comportée ainsi. Mais parce que cette croyance, elle était tout de même portante et qu'elle avait une intention positive. Alors aujourd'hui, étant plus armée et étant plus vieille aussi, je trouve que cette souffrance-là n'en vaut pas la peine, même pour avoir un minimum de reconnaissance de la part de son manager. Aujourd'hui, en tant que manager, j'attendrai plus de mon collaborateur qu'il fasse du mieux qu'il peut avec les compétences qu'il a. Alors ça, c'est un des accords Toltec, c'est un de mes préférés. Et grâce à ma vulnérabilité, j'attendrai de lui qu'il en fasse de même, pour venir me voir et me dire qu'il a besoin d'aide et qu'il ne sait pas comment faire. Et en tant que manager, je n'attends pas de mon équipe qu'elle souffre pour obtenir de la reconnaissance de ma part. Voilà, ça c'est dit. En fait, idéalement, ce qui serait bon, il serait bon de passer du mood « que vont penser les gens » au mood « je suffis ». Quand on passe à ce mood « je suffis », nous sommes bienveillants envers nous-mêmes et cela vient renforcer la confiance et l'estime de soi. Alors effectivement, dit comme ça, on a l'impression que c'est facile. Mais en fait, il y a deux options qui s'offrent à nous. N'oubliez pas que vous êtes le seul acteur, scénariste et metteur en scène de votre vie. Donc libre à vous de faire un choix, même si votre mental vous dit que c'est pas possible. Et enfin, si c'est compliqué, on peut demander de l'aide et se faire accompagner. C'est pour ça qu'il y a des coachs. Si aujourd'hui vous en avez vraiment marre d'être dans le soi parfait ou de porter tout simplement des croyances qui vous empêchent d'être vulnérable, d'être authentique, alors faites-vous aider et faites-vous accompagner par un coach professionnel. Posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de ça, dans tel ou tel cas de figure, ou dans telle ou telle situation? N'oubliez pas que la vie est trop courte, et elle est trop belle pour ne pas prendre de risque d'y exprimer sa parfaite authenticité dans toute son imperfection. Si vous vous reconnaissez dans cet exemple du soi parfait, pour obtenir la reconnaissance de votre manager par exemple, demandez-vous si in fine votre besoin est nourri aujourd'hui. Si ça l'est, écoutez, ma foi, tant mieux pour vous, je suis super contente pour vous. En revanche, si vous voyez qu'au final, vous avez un sentiment de frustration, vous êtes fatigué, vous êtes dans des énergies basses, peut-être voire dans des énergies négatives, vous sentez qu'il vous manque quelque chose, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne joue pas en vous. Vous le sentez via vos émotions, via vos sensations corporelles. Même si vous ne les écoutez pas, vous savez qu'il se passe quelque chose en vous. Peut-être même que les interactions que vous avez avec les autres ne sont pas au top. Alors, faites un moment stop, s'il vous plaît, et soyez à l'écoute de votre moi intérieur. Comme je vous ai dit, oser être vulnérable, c'est vraiment faire preuve de courage. Et pour moi aussi, être vulnérable, c'est vraiment être aligné avec ces valeurs qu'on considère comme essentielles. Et quand on s'autorise à être vulnérable, ça veut dire qu'on s'autorise à être authentique. Comme le dit Don Miguel Ruiz dans son livre « Acteur de votre vie », l'authenticité, c'est lorsque nous cessons de nous efforcer d'imaginer le jugement que les autres portent sur nous. Nous ne craignons pas d'exprimer notre vision unique des choses. Nous sommes présents, conscients et réactifs à l'instant présent. En soi, lorsque vous n'êtes pas authentique, vous jouez un rôle. Seul vous savez si vous êtes fidèle à vous-même. Il est important de garder à l'esprit que vous avez toujours le choix, même minime le choix, voire le changement soit-il. Et sans ce masque, vous vous sentirez libéré. Et franchement, quand on s'autorise à être authentique, c'est juste magnifique. C'est un magnifique cadeau qu'on se fait à soi. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que j'adore être entourée des gens qui sont différents de moi. J'adore être entourée des gens qui pensent différemment de moi, qui osent s'habiller différemment de moi, qui s'affranchissent complètement du regard des autres et surtout qui s'assument. Et quand on ose être authentique, ça veut dire qu'on est vraiment aligné à soi. Et si on ne s'autorise pas à être authentique, en fait, pour moi, c'est comme si on n'écoutait pas son enfant intérieur. C'est comme si on n'écoutait pas son âme, en fait. Et je pense que si on n'est pas connecté à soi, si on n'écoute pas son enfant intérieur, si on n'est pas connecté à son âme, je pense qu'il demeure une part de souffrance en nous. Honnêtement, je souhaite à chacun de s'autoriser à être authentique, à être ce qu'il est, à dire ce qu'il aime exprimer, que nous puissions tous accepter ses différences, à s'affranchir des pensées, des comportements et des oui-dire des autres, en toutes circonstances, que ce soit ça dans la vie pro ou dans la vie perso. Si nous y arrivons, je pense que le monde serait merveilleux. Si on acceptait l'authenticité des uns et des autres, je trouve que le monde serait magique, ça serait la magie de Noël. Celle-là, il fallait que je la sorte. Et puis là, j'ai parlé de la vie perso, la vie pro, enfin plutôt la vie professionnelle, mais vous, si toi qui m'écoutes, tu es parent, autorise-toi à être authentique pour que tes enfants s'autorisent à être authentiques. C'est un magnifique cadeau que tu fais à ton enfant dans le présent pour préparer son futur. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse.
Alors pour revenir au leader vulnérable, quand on est un leader vulnérable, on est un leader positif et on est un leader authentique. Et c'est un super cadeau qu'on s'autorise à faire et à faire à son équipe. Je vous ai dit au début que j'avais cette croyance que le manager était sauveur. Et je me souviens, pendant une période compliquée avec mon équipe, on avait tellement à faire. C'était tellement intense en termes de charge de travail et émotionnellement parlant. Et donc j'ai mis aussi les mains dans le cambouis au même titre que les filles. Et puis il fallait que je fasse mon boulot tant bien que mal. Et être un leader vulnérable, c'est aussi dire à son équipe, les filles, j'y arrive pas. Là, pour moi aussi, ça bloque. Et je n'y arrive pas, moi non plus, en fait. Être un leader vulnérable et positif, c'est aussi dire à son équipe quand on a eu le sentiment d'échouer. Et dans le passé, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai ressenti ce sentiment d'échec que j'ai partagé avec mon équipe. Alors, pour vous donner un petit peu vite fait le contexte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié une de mes tâches professionnelles, donc une tâche qui incombe à mes fonctions et en fait qui est un gros pavé. Et parce qu'on était en fait complètement dans l'opérationnel, je ne sais pas pourquoi, de toute ma carrière professionnelle, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai carrément loupé ce process. Et inconsciemment, je pense que j'ai inhibé ça, ou c'est peut-être le destin qui a voulu que ces circonstances arrivent à ce moment-là, pour que quelque chose sorte, peut-être, ou que j'apprenne quelque chose. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas l'expliquer. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année, je me suis rendu compte que j'avais loupé quelque chose d'énorme. Et pour moi, ça a été horrible. Ce fut pour moi une très, 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 très grande souffrance. Quand j'en ai pris conscience, j'ai eu des grosses crises d'angoisse dans la nuit. Sensation d'oppression au niveau du torse, nuit blanche, j'ai pas dormi la nuit. Et pour moi qui me suis toujours évertuée à ce que les choses soient parfaites, à être un super collaborateur, à être un super manager, et là je me suis rendu compte que j'avais loupé quelque chose d'énorme. Et n'étant pas du genre à mettre les choses sous le tapis, j'ai partagé mon mal-être avec ma manager. Et j'ai même pas su lui expliquer ce qui s'était passé quand elle m'a posé la question. Qu'est-ce qui fait que j'ai zappé ça ? J'en sais rien. Et aujourd'hui encore, je sais pas. Mais bon, aujourd'hui, le point positif dans tout ça, c'est que je me suis autorisée à être vulnérable devant mon équipe suite à ça. Moi qui étais tout le temps, le manager, il doit être fort et soit parfait, fait des efforts, le manager, il sait tout, blablabla. Et là, je me suis autorisée à montrer toute ma vulnérabilité. Je me suis autorisée à montrer mes émotions. Je me suis autorisée à partager mes émotions. Et puis aussi à être à leur écoute. Et ça, c'est un super cadeau qu'on se fait quand on est manager et quand on a une équipe. Dans ce type de relation, il n'y a pas que le manager en fait qui accompagne ses collaborateurs, qui accompagne son équipe. Il y a aussi ton équipe qui t'accompagne. Ça, c'est une des croyances portantes très fortes que j'ai. Et ça fait tellement du bien. Et je pense que cette histoire de manager sauveur à la façon Wonder Woman, de manager qui fait fort, soit parfait, etc., qui est soit dans la fierté, soit dans la colère, pour moi, c'est démodé. Il faut passer à autre chose, ça joue plus. Au vu du contexte actuel et après tout ce qu'on a traversé, ce qu'on traverse encore d'ailleurs, le confinement, le télétravail, blabla, etc., les mentalités, elles ont complètement changé aujourd'hui. Je pense que les collaborateurs n'ont plus les mêmes attentes. Je crois qu'ils n'ont plus du tout les mêmes attentes vis-à-vis de leur manager. Je pense qu'on ne peut plus continuer de considérer l'accompagnement de l'humain comme on a pu le considérer dans le passé. Moi, j'ai des souvenirs pendant le confinement, on pouvait passer des heures à être à l'écoute des collaborateurs qui vous appellent, mais en fait, ils avaient juste besoin d'une écoute empathique. Et je pense que le modèle managérial a changé et doit changer. Je pense que le modèle RH aussi a changé et doit changer. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Et ça, c'est le point positif du Covid. Il nous a aussi appris à être agile et à s'adapter en tout temps. Et en fait, on s'est rendu compte et on y arrive. Et je trouve aussi cool d'accepter d'être un leader imparfait. Qu'est-ce qu'on y gagne en fait d'être un leader authentique ? Eh bien, on apprend à se connaître finalement. Parce que du coup, comme on lâche les armes et les armures, du coup, je pense qu'on arrive plus à se connecter à soi. On fait plus preuve d'enthousiasme, de passion, donc on est plus connecté à son enfant intérieur. On est plus aligné avec ses valeurs essentielles. Et on dirige son équipe avec la tête, mais aussi avec le cœur. En s'autorisant à être soi, ça laisse plus de place à la créativité et je trouve qu'au sein d'une équipe, cela contribue également et grandement à la performance d'équipe. D'ailleurs, dans son ouvrage, Brené Brown a fait référence à un article de la Harvard Business Review et Peter Fonda et Richard Badam se servent d'une série de métaphores pour étudier comment les dirigeants y font naître et accompagnent les changements. Alors, je cite ces lignes. L'une de ces métaphores est la boule de neige. Elle commence à rouler quand un dirigeant accepte de se montrer vulnérable avec ses subordonnés. Comme le montre la recherche, cet acte de vulnérabilité est perçu comme courageux par les membres de l'équipe et leur inspire le même comportement. Un dirigeant qui assume ses erreurs, qui admet qu'il n'a pas toutes les réponses et qui ose demander de l'aide et du soutien à son équipe a un effet boule de neige.
L'impact positif, c'est quoi? C'est épanouissement de l'équipe, augmentation des initiatives et des innovations. Et qu'est-ce qu'on y gagne d'être authentique vis-à-vis des autres? On inspire les autres. Il est évident qu'il y a un impact positif. Donc, quel est le risque d'être vulnérable pour soi-même et puis aux yeux des autres? Eh bien, le risque, il n'y en a pas. Parce que si je pose la question, quel est le pire du pire, du pire, du pire, du pire qui puisse arriver si tu décides de retirer les masques, de lâcher les armures? Franchement, quel est le risque pour toi-même et pour les autres? Franchement, il n'y en a quasi pas. Sauf toi, peut-être, là, qui m'écoute. Toi qui es encore accroché à des croyances, tu vas me trouver des risques. Je rigole, mais pour avoir expérimenté et testé, moi aussi, j'ai été pointée du doigt. J'ai été incomprise, je faisais pas l'unanimité générale, mais pour moi, c'était OK. Car aujourd'hui, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être bien dans mes baskets, d'être bien dans ma peau, dans ma tête et dans mes fringues, à l'image de ma personnalité. Je fais ce que je suis et je suis ce que je fais. C'est ma devise. Donc, mais si vous avez des doutes sur ce que je viens, tout le blabla que je vous raconte, franchement, faites-vous accompagner par un coach professionnel. Il y en a des très bons et qui sont compétents. Voilà, donc c'était vraiment le sujet que j'avais envie de partager. C'est encore une autre thématique qui a fait beaucoup écho en moi. Je le partage parce que du coup, ça a eu des impacts positifs pour moi. Donc voilà, si ça a été testé, approuvé et validé par moi-même, donc je pense que vous pouvez tester. Ce sujet a été testé et validé par les hautes instances qui sont moi-même. Donc voilà, donc ça a participé grandement à ma transformation personnelle, cela a participé grandement à ma transformation professionnelle, cela a participé grandement à la transformation de la vision RH que j'ai. Cela a participé grandement à la vision que j'ai dans l'accompagnement de l'humain. Voilà, donc je vous invite grandement à lire le livre de Brené Brown qui se nomme « Le pouvoir de la vulnérabilité ». Brené Brown, c'est une chercheuse et ses recherches portent sur la vulnérabilité, le courage, la honte, des thèmes sur lesquels elle a publié différents ouvrages. Elle aide aussi les organisations à intégrer au sein de leur culture les valeurs qui font naître la créativité et le changement. D'ailleurs, elle fait également des TED que vous pouvez trouver sur YouTube et je vous invite vivement à les écouter. Et puis, j'ai cité aussi Don Miguel Ruiz, qui est auteur du best-seller que l'on nomme plus les accords Toltec. Donc, je vous invite aussi à lire si ce n'est déjà fait. Voilà, donc c'était la fin de ce podcast. J'ai eu vraiment énormément de plaisir à le faire, à le partager avec vous. J'espère que vous avez eu également du plaisir. Donc, merci infiniment pour votre temps, pour avoir écouté ce podcast et pour l'avoir écouté. Je vous invite aussi à le partager, à le liker, à mettre aussi 5 étoiles sur Apple Podcast, aussi à mettre des commentaires aussi, ou à me faire un retour. Ça me ferait super plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et comme dirait ma fille, gratitude infinie et cœur suivez-vous. À bientôt pour un prochain podcast. Ciao.